Donc, je suis Joël Nadeau, je suis conseiller en transfert au TIES, le TIES, Territoire innovant en économie sociale et solidaire. C'est une organisation qui fait de la veille, de la liaison, du transfert de connaissances en économie sociale. Et puis moi, de mon côté, je travaille plus particulièrement là, sur la plateforme passerelle.québec. Puis on réfléchit au futur de Passerelle présentement, puis on envisage fortement l'avenue du coopérativisme de plateforme. Donc, le sujet est fort intéressant pour moi de ce point de vue-là aussi. Mais bon, le sujet est intéressant tout court parce que c'est très d'actualité. On parle de plus en plus de plateformisation, d'économie de plateforme, économie de partage, économie collaborative. Pas toujours facile comme tel à démêler. Et puis, pourtant, on voit tous les effets que ça a sur le travail, sur les modèles économiques, sur les questions éthiques aussi. Alors, peut-être ce que on pourrait faire aujourd'hui, ben, c'est surtout pour de la discussion, pour nous permettre d'approfondir, pour poser des questions, pour amener nos points de vue aussi au travers de ça. Et puis, peut-être qu'on pourrait commencer par demander à nos deux invités de rappeler les idées clés de leur présentation. Donc, peut-être Noliwe Delanon, on va commencer par vous. Vous êtes professeur adjointe au département de management de l'Université Laval. Vous avez un doctorat en administration avec une spécialisation en management responsable. C'est un peu l'angle aussi que vous avez donné à votre présentation. Donc, l'économie de partage à la croisée des chemins entre cooptation néolibérale et promesse d'émancipation. Donc, si vous voulez bien peut-être nous rappeler les idées clés de votre présentation. Merci beaucoup Joël et puis bonjour à toutes et à tous. Vraiment ravie de voir que ce panel, même si nous ne sommes que deux, suscite quand même de l'intérêt. Donc vraiment ravie de... Puis j'ai vraiment hâte d'avoir un échange avec vous sur ces questions. En fait, moi je suis en pleine réflexion. Je pense que ça transparaît dans ma présentation. Donc je lance des pistes et que je suis en train d'explorer. Alors essentiellement, ce que je voulais rappeler très brièvement, j'imagine déjà vu, c'est que ce que j'essaie de faire avec ce projet-là, c'est de me concentrer sur un angle mort, ce qui m'apparaît comme un angle mort de la littérature actuelle sur l'économie du partage. Donc, j'assume ce choix de mots, l'économie du partage, mais qui renvoie au capitalisme de plateforme. Cet angle mort, c'est la question de savoir pourquoi, pour quelles raisons, sur quelle base les plateformes capitalistes séduisent autant. Donc, il y a énormément de travaux qui explorent leur modèle d'affaires, qui explorent leur stratégie, qui explorent même leur rapport parfois avec les autorités publiques, avec les consommateurs, etc. La logique de gestion algorithmique, etc. Ce qui me semble manquer, c'est vraiment cette question de la séduction et donc des idées, de l'idéologie en fait qui sous-tend ces plateformes-là et qui permet de comprendre pourquoi elles sont à ce point hégémoniques, donc au-delà de la logique de production, de stratégie, etc. Pourquoi est-ce qu'elles réussissent à être hégémoniques, à apparaître comme des modèles acceptables, légitimes, parfois même désirables auprès justement des consommateurs qui ne se perçoivent pas comme citoyennes et citoyens. Et l'une des conséquences de cette force de séduction presque irrésistible, c'est la difficulté d'émergence d'alternatives, comme le coopérativisme de plateforme. Et ça, d'ailleurs, j'ai vraiment hâte d'entendre Olivier là-dessus. Donc, c'est vraiment la question centrale que je me pose, avec notamment en tête les travaux de Piketty qui nous expliquent à quel point l'idéologie est centrale dans l'essor et la perpétuation du capitalisme et des inégalités, parce que les gens acceptent, reçoivent l'idéologie et souscrivent. Et donc, c'est ce que j'essaie de démêler en identifiant 5 promesses de ces modèles qui, en fait, sont une forme de réappropriation, d'aspiration de progrès social, dont le fond est complètement différent, évidemment. Et donc, voilà, ce que je développe, c'est de comprendre les mécanismes de déradicalisation, de dépolitisation et de marchandisation qui permettent à ces aspirations de progrès social d'être récupérées et présentées comme des promesses par l'économie du partage soutenue par les firmes capitalistes. Et ces 5 promesses, j'en ai parlé, c'est l'universalité d'accès, la question de la durabilité inhérente des modèles
des modèles d'affaires, la question de la reprise en main comment dirais-je, de la prise de contrôle des paramètres de réalisation du travail par les travailleurs eux-mêmes et l'extension de l'esprit de communauté aux activités économiques. Voilà, donc je m'arrête là. Je pense que ça suffira. Merci beaucoup. Hâte d'en discuter avec vous. Excellent. Ben, merci beaucoup. Puis merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. C'est sûr que ça fait des présentations qui sont courtes. Le format l'oblige pour des sujets aussi vastes, mais c'est beaucoup de belles perches qui sont lancées pour notre discussion qui va suivre. Donc, peut-être Olivier Raffelis, à votre tour, votre présentation porte sur la précarisation du travail, le secteur coopératif à l'épreuve de l'économie de plateforme. Donc, vous êtes candidat à la maîtrise en sociologie à l'UQAM. Vous détenez une maîtrise en gestion à l'école de management de Lyon. Vous êtes conseiller aussi présentement en finance pour le réseau Coop. Bon, on a entendu votre présentation. Ceux que ça intéresse aussi dans le cahier spécial, on l'entendait tantôt, mais dans le cahier spécial là, lié à l'événement, le colloque du CRISE qu'on peut voir dans le hall d'entrée de la plateforme, vous êtes cité aussi sur cette question-là. Donc, peut-être à votre tour, présenter les grandes lignes, les concepts clés de votre présentation. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Merci de participer à cet atelier un peu plus cosy et convivial du fait du petit nombre. Je pense que ça va être très intéressant de rentrer en profondeur sur ces sujets. Puis, en fait, j'avais pas prévu vraiment de résumer ma vidéo parce que je prenais pour acquis que vous l'auriez vu, donc je voulais plutôt axer sur, être un peu plus complémentaire. Et en fait, en revoyant ma vidéo justement pour pas me répéter et en voyant la présentation de Noliway aussi, m'a fait réaliser en fait que j'avais présenté mes résultats de façon très dichotomique en opposant Uber et Eva. Et là, je voudrais peut-être apporter un peu plus de nuances en m'appuyant sur deux considérations. Premièrement, c'est rappeler l'hétérogénéité du secteur coopératif, où on trouve des modèles organisationnels qui sont très variés, avec entre les coops de producteurs, de consommateurs, de travailleurs, les coops de solidarité et encore d'autres modèles qui varient, qui font énormément varier en fait les modes de gouvernance, puis même la logique de création et de partage de richesses. Et on retrouve en fait dans le coopérativisme de plateforme cette diversité-là. Juste au sein du coopérativisme de plateforme, moi pour le secteur qui m'intéresse, donc dans le travail à la demande et puis principalement la livraison de repas, le transport, même dans ce sous-secteur, on trouve des expérimentations qui adoptent des modèles qui sont variés. On trouve principalement des coopératives de travail et des coopératives de solidarité, mais on a aussi des modèles d'organisation, des modes de gouvernance qui vont impliquer une diversité de types de membres. Et on constate que les pratiques qui en découlent en fait sont assez divergentes, notamment par rapport au statut d'emploi. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Par rapport au mode de rémunération, par rapport au mode de gestion, et donc toutes ces pratiques-là qui ont des effets assez différents sur les conditions de travail, sur la précarité du travail, sur l'hétéronomie du travail. Donc, on ne peut pas, comment dire, parler du coopérativisme de plateforme comme un bloc homogène qui aurait des effets homogènes. Et pour moi, en tout cas, les trajectoires d'émancipation qui émergent sont assez variables selon les expérimentations dont on parle. Donc, je pourrais revenir peut-être plus en détail tout à l'heure sur cette question-là. Et notamment, je suis en train de travailler, de réfléchir sur une catégorisation, une cartographie en fait, de ces différentes expérimentations sur justement les axes de la précarité et de l'autonomie. Donc, je voulais quand même rappeler cette diversité. Puis, deuxièmement, c'est que ces plateformes coopératives qui se réclament tout de l'économie sociale, elles ont en commun quand même d'être insérées dans un mode de production hégémonique qui est le mode de production capitaliste. Elles sont insérées en fait dans ces sociétés capitalistes, qui a deux conséquences importantes pour leur développement et qui fait qu'on ne peut pas, selon moi, évaluer leur potentiel émancipateur en faisant comme si elles évoluaient en vase clos, comme si elles pouvaient naturellement en fait exprimer leur plein potentiel sans contrainte.
du fait qu'elles sont soumises à des fortes pressions concurrentielles, on est dans un système qui valorise plutôt la compétition à la coopération. Et dans le cas en plus du modèle économique des plateformes qui engendre une lutte pour l'acquisition de clients et de travailleurs qui doivent faire grossir en fait leur base d'utilisateurs et leur base de producteurs rapidement. Et deuxièmement, elles ont des grandes difficultés d'accéder à des financements, à des financements suffisants dans justement cette optique de croissance rapide. Puisque à la base de notre modèle économique, le modèle de financement dominant, c'est celui du capital et du capital risque pour ce qui concerne en particulier les plateformes. Il y a très peu de financement, on pourrait dire public, pour les plateformes coopératives. Il y a tous les outils financiers qui sont réservés à l'économie sociale, qui sont utilisés par Eva, par Radish au Québec. Et en fait, bien que le système de financement québécois soit assez développé et envié dans pas mal de pays, il reste bien souvent insuffisant ou mal adapté en fait à ces coopératives de plateformes qui ont besoin de croître vite avant d'avoir beaucoup de membres et qui n'ont pas forcément d'actifs tangibles à mettre en garantie. Donc, c'est ce constat qui m'amène à me positionner en fait dans une posture de critique solidaire en fait de ces expérimentations qui font que les limites de ces modèles doivent non pas amener à les dévaloriser, mais plutôt avoir une exigence de soutien plus forte et en fait à amener une politisation de l'économie sociale. Donc, c'est pour ça que tout en soutenant ces expérimentations, moi, je doute qu'elles puissent porter des transformations d'ampleur sans changer les règles du jeu, sans changer les structures économiques, les structures de financement. Et finalement, je voudrais proposer d'ouvrir les échanges en posant une série de questions qui dépassent strictement le cadre de mon étude de cas, mais moi, les questions sous-jacentes en fait que je me pose, puis c'est aussi un appel à partager éventuellement vos références si vous en avez à me suggérer, c'est sous quelles conditions l'économie sociale peut être transformatrice à grande échelle et de façon aussi radicale et rapide que les circonstances actuelles l'exigent. Je pense que dans ce colloque, je suppose qu'on partage dans les grandes lignes au moins les constats des crises sociales, politiques et économiques qu'on vit. Pour ce qui est de l'économie de plateforme, on constate que l'économie sociale a clairement manqué la première phase de développement. Donc, comment est-ce qu'elle pourrait se rattraper? Et puis, ça pose d'autres questions. Est-ce que le coopérativisme de plateforme est-ce que l'économie sociale doit être un véhicule pour les mouvements sociaux? Est-ce que le coopérativisme de plateforme est un mouvement social? Il est souvent positionné comme tel. Sachant que parmi ces acteurs, on retrouve à la base surtout des académiques, mais on trouve aussi des entrepreneurs, il y a des militants du logiciel libre et des communs numériques, et dans une moindre mesure des travailleurs, des travailleuses. Donc c'est un mouvement qui est assez intéressant par rapport à ça. Et je ne sais pas si je dépasse mon temps déjà, mais voilà, pour finir peut-être, aussi la question est-ce que l'économie sociale doit nécessairement être employée dans le cadre de politiques publiques d'envergure pour favoriser le développement de ce secteur. Je pense notamment, comme on l'a vu dans les années 90 au Québec, avec des politiques publiques qui ont explicitement fortement soutenu l'économie sociale, notamment dans le développement des soins à l'enfance avec les CPE, le logement communautaire. Donc, est-ce que ça prend une alliance en fait entre économie sociale? Souvent, l'économie sociale a tendance à prôner son autonomie de l'État. Est-ce qu'elle peut réellement être transformatrice en restant pleinement autonome? Donc, c'est un peu les questions sous-jacentes que je propose pour ouvrir la discussion. Excellent. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup d'être là. Les questions que vous soulevez sont fort intéressantes. C'est des questions, en fait, que pas mal j'avais envie de vous lancer. Donc, c'est intéressant. La balle est renversée. La question est lancée à tout le monde. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des pistes de réflexion, vous pouvez les inscrire dans le chat, lever la main, interagir directement en direct avec votre micro, votre caméra. L'atelier est là pour ça, donc n'hésitez vraiment pas à intervenir.
ou à poser des questions là, pour approfondir certains des aspects. Alors, je ne sais pas si quelqu'un déjà a envie d'intervenir. Sinon, moi, j'avais des questions aussi. Je pourrais peut-être intervenir. Super, Stéphane, on vous écoute. Oui, bonjour Stéphane, je travaille à la ville de Montréal au service de développement économique pour le soutien aux entreprises collectives. En fait, j'avais une première question. J'entendais, Olivier, tu disais que le système de financement est mal adapté en fait au développement des entreprises, ou pas autant qu'il l'était peut-être dans les années 90, comme tu le précisais à la fin de ta présentation. Et en fait, en quoi il serait mieux adapté pour soutenir justement le secteur coopératif? Ça, c'est une première question. Je peux peut-être poser toutes mes questions, puis après, vous pourrez peut-être vous dispatcher les réponses aussi avec Nolwenn. Comment faire comment faire en sorte aussi qu'une coopérative comme Eva, que je connais un petit peu, j'ai jamais appuyé ce projet dans le passé, mais j'ai cru comprendre qu'il y a une entreprise à but lucratif à côté. Je ne sais pas si c'est exact, qui est collée à Eva. Et je me disais, est-ce que le fait que le financement, justement, est peut-être mal adapté, est-ce que ça pousse ces entreprises à justement se créer une Inc. Qui détient le savoir, qui détient la connaissance, et dans quelle mesure, en fait, le financement public pourrait éviter ou faire en sorte que l'essentiel finalement du capital, qui est de l'intelligence, en fait, ne soit pas revendu et reste bien au sein de la coopérative si toutefois cette entreprise devait cesser ses activités. Voilà. Ouais. Je commencerai par là. Parce qu'il y en a peut-être. Oui, effectivement. Je peux y aller, puis Nolwenn, je sais pas si tu. Enfin, on peut se faire un duo, intervenir quand tu veux. Oui, en fait, quand je mentionnais dans les années 90, la suite au sommet socio-économique de 96, là, je parlais pas spécifiquement du mode de financement, en fait, simplement des politiques publiques qui ont vraiment appuyé le développement d'un secteur émergent en favorisant explicitement l'économie sociale, donc, et non le privé lucratif. Après, oui, par rapport au… justement, Eva est un bon exemple, puisqu'effectivement, en fait, c'est une structure à deux niveaux. Il y a Eva Global Corporation, qui est une Inc. qui détient en fait la marque et le code, et qui est donc et qui est détenue par les fondateurs. Donc, et qui en fait, et à un autre niveau, il y a Eva Coop, qui est la coopérative de solidarité, qui est au niveau du Québec. Et en fait, l'ambition, c'est qu'après, il y ait d'autres coopératives, donc sous forme de franchise sociale dans d'autres villes, dans d'autres provinces et dans d'autres pays. Mais effectivement, le code et la marque sont détenus par la Inc. Et cette Inc. sert de véhicule d'investissement, sert à attirer en fait des financements en échange d'équité. Donc, ça veut dire que actuellement, les fondateurs sont en train de faire une tournée une ronde de financement justement, mais en échange de la propriété finalement de ce code. Ce qui fait en sorte qu'on n'a pas de garantie qu'il reste sous emprise de la coopérative. En fait, après, cette entité-là, elle contractualise avec les coopératives, avec les franchises sociales. Donc, il y a un pouvoir de négociation finalement entre les deux entités. Ce que disent les fondateurs, c'est que chacune des parties ne peut pas vraiment fonctionner sans l'autre, puisque toutes les données personnelles, les données d'identification des utilisateurs, des clients, des chauffeurs sont dans les coopératives. Et sans ça, finalement, le code ne sert pas à grand-chose. Et inversement, toutes ces données-là ne servent pas à grand-chose sans le code. Bon, reste que pour moi, effectivement, ça prouve qu'on a un enjeu. Parce qu'initialement, les fondateurs avaient en vue de créer une fondation. Et la fondation ne leur permettait pas, pour diverses raisons, justement d'attirer du capital, de pouvoir faire, en fait, en échange de l'investissement, de pouvoir proposer, offrir ou promettre en tout cas un retour sur investissement en revendant finalement plus tard avec une plus-value ses parts. Donc, en fait, simplement aussi pour répondre à l'autre question,
des subventions publiques, en fait, pourraient tout simplement permettre, enfin, éviter justement d'avoir recours à ce type de montage qui met à risque le modèle coopératif. Donc, simplement, si on considère qu'on veut un modèle de mobilité urbaine, comme on vante beaucoup les apports de la technologie, de ces algorithmes pour fluidifier la mobilité urbaine, bah, pourquoi à ce moment-là est-ce qu'on se dirait pas, bah, ok, on va se doter d'un modèle coopératif à l'échelle de la province, puis on va le subventionner à hauteur des moyens qu'elle requiert, et bien que elle n'ait pas d'actifs tangibles qu'on puisse prendre en garantie. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Oui, j'aimerais ajouter quelques éléments. Donc, ce sont des questions très pertinentes. Moi, je pense que ce que Stéphane soulève aussi, avec la réponse qu'apporte Olivier, c'est aussi cette question en fait, de la tension entre l'ancrage très local, qu'on retrouve beaucoup dans l'économie sociale, dans les coops, et le contexte qui est global, il est mondial, il crée des pressions fortes sur les organisations. Donc, la structure que Eva, par exemple, propose, c'est en quelque sorte une réponse à cette pression-là, cette pression-là à laquelle elle n'arrive pas à échapper, dans un contexte en plus où les autorités publiques n'ont pas fait la démonstration qu'elles avaient le désir de soutenir des coopératives qui émergeraient au Québec. Eva, en fait, avant même de se lancer, avait fait toute une tournée, avait essayé d'attirer l'attention des autorités publiques. Moi, à l'époque, j'étais sur le groupe de travail sur l'économie collaborative, donc en 2018, où ils essayaient de dire attention, donc c'était le précédent gouvernement qui était au pouvoir, et Eva essayait de dire attention, vous êtes en train de créer un environnement qui est uniquement favorable à des entreprises comme Uber, et les coopératives ne pourront pas émerger ou survivre dans cet environnement concurrentiel-là. Et donc, de ce point de vue-là, moi, je rejoins complètement les commentaires d'Olivier qui sont de dire tant que l'environnement réglementaire, les règles du jeu n'auront pas changé, il sera très difficile pour une coopérative de faire autre chose que d'exister, enfin, en tout cas, dans le contexte des coopératives de plateforme, d'exister à une échelle très locale, et possiblement de mourir parce que, et ça, je trouvais ça très, très pertinent dans la présentation de Raphaël, donc sa présentation, sa vidéo, il montre bien comment un facteur essentiel de survie de ces modèles-là, c'est c'est de devenir hégémonique. Donc, quitte à perdre en termes de revenus, c'est ce que Uber fait. Elle brûle énormément d'argent, cette multinationale-là. Elle n'est pas encore profitable parce que, pour elle, le plus important, c'est d'aller tuer toute la concurrence à l'échelle mondiale. Et donc, dans un contexte comme celui-là, une coopérative québécoise qui viserait simplement à survivre, à avoir quelques clients à l'échelle du Québec ou des grandes villes du Québec, probablement qu'elle ne survivrait pas très longtemps. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a quand même une spécificité du contexte des coopératives, du contexte des plateformes, qui change la donne pour le modèle coopératif, qui peut-être dans d'autres contextes peut survivre à une échelle très locale et qui là est confronté à la nécessité de grandir. Et en fait, c'est une question en fait pour moi qui est très très centrale dans la réflexion que je mène, à savoir comment est-ce que dans le contexte actuel, il est possible de faire émerger des alternatives, parce que pour moi, une alternative, il faut que d'une manière ou d'une autre, elle fissure le modèle général, qu'elle mette en difficulté les plateformes hégémoniques. Or, le contexte ne le permet pas encore, en tout cas à cette échelle-là. Et dans quelle mesure est-ce qu'une plateforme comme Eva peut se contenter d'être juste québécoise? Voilà. Alors, on le voit, hein, le modèle d'affaires, c'est d'occuper une position dominante, voire hégémonique sur le marché. Pour se positionner, pour apporter d'autres modèles, c'est sûr que c'est séduisant peut-être d'avoir une approche qui est plus éthique, qui est plus ancrée localement. Donc ça peut appeler peut-être à adhérer à ces alternatives-là, mais c'est pas suffisant comme appel. Qu'est-ce qui permettrait donc à ces alternatives-là d'émerger davantage? Vous avez parlé du financement, vous avez parlé aussi de l'appui de l'État, de changements dans les réglementations. Est-ce qu'il ne faut pas en fait aussi carrément proposer un autre modèle, une autre manière de faire? Est-ce que
l'économie sociale avec le coopérativisme de plateforme n'est pas en fait en train de tenter de reproduire un modèle sur lequel elle ne peut pas avoir une réelle position de concurrence? Est-ce qu'il ne faudrait pas en profiter pour revoir aussi le modèle, les manières de faire? C'est un peu ça aussi la question qui est soulevée là. J'aimerais bien apporter une première réponse à cette question-là, parce que justement, moi, ce que j'essaie de dire en tout cas, dans la présentation que j'ai faite, c'est que dans les réflexions qu'on mène, on oublie souvent, donc je parlais, on oublie la question de l'idéologie, mais l'idéologie, elle est acceptée, portée au quotidien par les différents acteurs et actrices sociaux. Et donc, quand on voit que la société civile se perçoit bien souvent comme simplement consommatrice, qu'elle elle accepte d'être dépossédée de son pouvoir politique, de son pouvoir d'agir, de son pouvoir de citoyenneté, à mon avis, on a là aussi un levier important, un levier qui est très difficile à activer. Mais cette repolitisation, cette redémocratisation de nos espaces publics m'apparaît essentielle, parce que, je veux dire, on ne peut pas rêver, si les gens se comportent en consommateurs, évidemment qu'ils vont choisir Uber. C'est évident. Je veux dire, le modèle est extrêmement robuste parce que justement, il a énormément de clients, de données, les algorithmes sont solides. En termes d'expérience client, il n'y a pas photo. Par contre, si on a d'autres considérations, tout à coup, on peut envisager de soutenir d'autres modèles alternatifs. Et donc, ce qu'il faut réussir à faire d'une manière ou d'une autre, c'est recréer du politique dans l'espace public, dans la prise de parole publique évidemment, mais aussi dans nos lieux de vie, pour créer une espèce de contre-pouvoir. Et ça, évidemment, on n'y est pas. Je veux dire, la conférence de Nancy Fraser aussi nous le rappelait dans une certaine mesure, c'est cet appel-là à ce sursaut politique qui, à mon avis, est un des leviers. Et puis, je n'ai pas la réponse là, je ne sais pas comment le créer, mais assurément qu'il faut redensifier nos lieux, nos espaces d'échange, de délibération, pour créer autre chose que des consommatrices et des consommateurs. Absolument. Puis vous démontrez bien aussi que la société civile est absente de ces réflexions-là présentement, de ces analyses-là aussi. Donc, dans l'ordre, Samuel, Martine et Paul-André, on vous écoute. Samuel, d'abord. Oui. Puis, je vais répondre à la question, je pense, en exagérant peut-être un petit peu mon opinion sur les choses, parce que, par exemple, Joël, tu soulevais la question des alternatives à ça. Puis, je me pose quand même la question dans une perspective, mettons, de justice sociale, environnementale, de dire, tu sais, par exemple, quand on regarde jusqu'à là, Uber ou les plateformes de transport comme ça ont en fait été en compétition directe aussi, souvent avec le transport en commun qui est installé dans des villes. Ils vont avoir des impacts écologiques, en fait, somme toute, parfois plus néfastes que ce qu'ils viennent remplacer. Donc, de dire, si on remplace ce modèle-là par une coopérative, par exemple, où là, encore une fois, même dans le cas d'Eva, les gens sont travailleurs autonomes, parfois même par choix puis par désir, et toute la précarité qui arrive. Donc, dans une perspective globale, quel besoin ça vient répondre, à part la survie même de la coop comme une entité qui est similaire à une entreprise capitaliste jusqu'à un certain point par le contexte capitaliste, mais juste que les acteurs dedans sont réunis en coopérative. Même chose, moi, la plateforme que j'étudie dans mon mémoire, c'est Upwork, donc pour le travail à la pige. Donc, même si je réfléchis exactement le même modèle de gens qui travaillent à la pige, mais en coopérative, peut-être un petit peu comme Smart le fait en Belgique ou un petit peu ailleurs, ben là, on se retrouve quand même associé à une marchandisation croissante du travail, à une forme de précarité soutenue. Donc, même l'alternative qui est basée, encore une fois, sur ce modèle-là de travail, est-ce que ça vient répondre à un besoin ou est-ce que ça fit? C'est une question que je lance un petit peu comme ça, avec un objectif fondamental d'économie sociale et toutes les valeurs qui peuvent y être associées. Peut-être qu'avec un bon financement, on serait capable d'avoir quelque chose qui survit et qui serait capable de peut-être croître ou d'avoir une forme de rentabilité, mais est-ce que quand même ça viendrait être une... Est-ce qu'on ne se mettrait pas juste à critiquer ces coopératives-là puis à dire que ça nuit ou que ça contribue à marchandiser le travail, par exemple, contrairement à autre chose? Puis peut-être aussi une autre question que je lancerais par la bande. À travers mon terrain, ce que je me rendais compte, c'est que les gens aimaient ça. Moi, on aime beau critiquer dans la littérature cette précarité-là, etc. Mais quand je demande aux gens s'ils
sentent en contrôle de leur travail, le monde me dit oui. Si le monde, je leur demande est-ce que vous voulez rester travailleur autonome, les gens disent oui. Tu sais, même peut-être que si Eva faisait une assemblée générale pour demander aux gens voulez-vous rester travailleur autonome, peut-être que les gens répondraient oui massivement. Fait que des fois, j'ai l'impression qu'il y a un genre de clash entre cette littérature-là ou l'analyse critique qu'on peut faire et la volonté spécifique des gens sur le terrain même qui travaillent là, que je trouve intéressante et que je serais curieux de vous entendre rebondir là-dessus. Voilà. Intéressant, merci Noliwe et Olivier. Je vous proposais qu'on écoute les 3 interventions, peut-être avant que ça vous va. Super. Martine? Oui, moi j'ai beaucoup étudié les coopératives, puis je ne vais pas me positionner avec ça. Moi, ce que j'ai étudié, c'est en fait, l'émergence des coopératives agricoles. Et donc, on est dans quelque chose de très capitaliste, même à l'époque, dans les années 60, toute cette reconversion, donc toute cette modernisation avec beaucoup d'argent, etc. Et en fait, même aujourd'hui, j'ai le sentiment, effectivement, que, et pour aller dans le sens de Samuel et aussi d'Olivier, c'est qu'on a du mimétisme. On a les éléments de distinction, puis là, mon collègue Paul-André pourra en rajouter, ils sont sur la question du travail. Et là, Samuel vient nous dire, est-ce que vraiment, pour ceux qui sont actifs dans ces plateformes-là coopératives, le voient comme quelque chose d'avantageux, qui crée de la valeur pour eux au niveau du travail? Toi, tu me dis pas nécessairement. Et moi, je me dis qu'on n'a pas cherché très loin, on ne cherche pas très loin sur quels sont effectivement les effets potentiels au niveau social et sociétal. Et on a un peu copié des stratégies en se disant, bon, au niveau du travail, ça devrait être mieux, mais est-ce que c'est ce que les gens veulent? Ça ne mobilise pas les citoyens. Il y a Radish, dont Olivier, je sais que tu l'as étudié, qui eux, c'est une courbe de solidarité. Ils vont mettre les restaurateurs dans le coup, ils vont mettre les consommateurs dans le coup, donc les utilisateurs, etc. Et là, tu as quelque chose de peut-être qui est plus long à émerger, mais peut-être plus avec des bases peut-être un peu plus solides. Et dans comment faire pour... et l'autre chose, moi, en regardant, en étudiant encore aujourd'hui les coopératives agroalimentaires, ce qu'on voit, c'est que celles qui sont spécialisées sont dans une dynamique concurrentielle, capitaliste et beaucoup plus fragile que celles qui sont restées diversifiées et beaucoup plus ancrées sur leur territoire. Elles ne sont pas petites pour autant. Et là, moi, je me dis, est-ce que ces plateformes très spécialisées sont le modèle, justement, à maintenir? Et là, je répondais un peu sur ce que Joël dit. Est-ce qu'il ne doit pas y avoir des espèces d'alliances de plateformes d'utilisateurs? Et moi, je ne suis pas du tout une spécialiste du codage et tout, mais de regrouper davantage des utilisations. Et là, Samuel, je te rejoins, des utilisations qui sont peut-être un peu plus des plateformes d'utilisation un peu plus vertes, d'autres qui sont sur différents services, etc. C'est des solutions complexes, mais on est quand même devant un enjeu et un problème qui est complexe. Et je trouve qu'on a cherché des solutions assez simples et en même temps qui demandent beaucoup de capital. A priori, ne sont pas si difficiles que ça à mettre en œuvre parce qu'une plateforme aujourd'hui, au niveau technologique, ça se crée, si je comprends, assez facilement. Donc, c'est un peu à la fois accessible à tout le monde, mais pour la pérennisation, ce n'est pas accessible à tout le monde. Et donc, on voit toutes sortes de choses émerger à droite, à gauche, mais pas beaucoup de mises en commun qui permettraient justement d'avoir cette espèce d'écosystème-là qui serait peut-être moins fragile qu'un seul type de service qui est, lui, mis en concurrence avec des solutions existantes qui sont basées effectivement sur le réseau, sur la norme, plutôt que d'offrir plusieurs services, plusieurs types de services, donc plus horizontal, plus diversifié. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et je pense qu'il faut peut-être continuer à regarder dans l'histoire, pas l'histoire, mais ailleurs, dans des secteurs où l'intensité capitaliste, où sont les coopératives, est assez importante pour peut-être comprendre comment on a
répondu à ces questions-là. Qu'est-ce qui est porteur, puis qu'est-ce qui l'est pas? Absolument. Vous évoquez là donc une autre piste, hein, la création d'un écosystème qui parle de coopération, parle nécessairement aussi d'intercoopération, de possibilités de collaboration, puis avec l'interopérabilité d'un point de vue technique, bien, ça permet peut-être d'aller chercher ça aussi, puis de le voir comme ça. Paul-André, puis ensuite Ravi. Oui. Ben, bonjour tout le monde. On va dire nos intervenants après. Oui, alors vous m'entendez bien, oui. Ben bonjour, et puis je pensais pas entrer dans un débat si intense et si intéressant. Oui, j'aimerais bien reprendre les questions notamment qu'Olivier a posées. Le potentiel de transformation, est-ce que c'est un mouvement social? Quel est le soutien que l'État pourrait apporter à l'économie sociale? Malheureusement, je suis arrivé un peu en retard, je n'ai pas entendu la présentation de Noliway, mais en fait, moi, je dirais peut-être sur la question du mouvement social. Ben, il faut retracer un peu l'histoire de l'arrivée, enfin, d'Uber et tout ce que cela a entraîné comme mouvement, discussion parmi les chauffeurs de taxi. Le mouvement social, il était là à l'époque. Hein, c'est ça le mouvement social qui dénonçait l'arrivée d'Uber, qui voulait protéger le modèle du taxi traditionnel, puis qui voulait aussi se renouveler d'une certaine façon. Et alors qu'aujourd'hui, commencer à étudier EVA ou enfin d'autres modèles, ben, ils sont un peu éloignés de ce mouvement social qui existait à l'époque. Peut-être qu'il y a eu la rencontre historique, c'est pas vraiment fait. Il y a eu des mobilisations des chauffeurs de taxi, les syndicats y étaient présents. Et puis, bon, c'est là qu'en termes de mouvement social, que l'on, enfin, dans une lutte sociale, elle était là. Et qu'en est-il de cette lutte sociale, de ce mouvement social? Il a à peu près disparu. Moi, je pense que les bases du mouvement social, c'est les chauffeurs de taxi qui étaient là. Et ça, enfin, il faudrait voir qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Alors, Eva comme telle, la coopérative n'est pas nécessairement un mouvement social. C'est plutôt un dispositif, comment dire, une nouvelle forme de production, une nouvelle forme d'entreprise à l'intérieur de l'économie sociale. Et cette nouvelle forme d'entreprise, elle a un potentiel de transformation. Il faut l'étudier correctement, je veux dire, à divers niveaux. Bien sûr, il y a le niveau peut-être de la propriété. La coopérative remet en cause la propriété privée du capital. Mais on sait qu'il y a beaucoup de coopératives. En fait, l'entreprise est composée de divers niveaux. Il peut y avoir des contradictions entre les niveaux. L'entreprise coopérative n'est pas nécessairement une garantie de bonnes conditions de travail pour les salariés. Et je pense que l'exemple des coopératives agricoles existe très bien. Olimel, qui fait partie de la coop fédérée dans le monde agricole, s'accompagne en fait des pires conditions de travail à peu près dans le domaine des abattoirs, et puis c'est distingué par des lockouts assez importants au cours des dernières années. Donc, et même si on prend des coopératives, moi j'ai eu l'occasion d'étudier des coopératives, notamment au Saguenay, Lac-Saint-Jean, et ces coopératives-là avaient mené des campagnes assez fortes pour s'opposer, coopératives forestières, s'opposer à la syndicalisation de leurs employés. Et pourtant, dans certains travaux, on mettait en exergue Boissaco, et dans certains travaux autour d'économie sociale, on mettait en exergue ce modèle d'insertion dans l'économie locale, et c'était, alors que c'était des patrons tout à fait réactionnaires à l'égard des conditions de travail de leurs salariés. C'est des conditions très... c'était des contradictions tout à fait majeures. Donc, le potentiel de transformation, souvent, il est très limité. Il y a une catégorie, on met de l'avant la dimension insertion locale, coopérative, qui remet en cause la propriété privée. On peut avoir une stratégie d'affaires qui est assez différente, mais quand on entre dans les rapports de travail dans l'entreprise, c'est l'autoritarisme et puis des formes tout à fait archaïques et enfin tout à fait qui se conjuguent plutôt à l'exploitation qu'à l'émancipation. Donc, il y a ces dimensions des contradictions tout à fait majeures qu'il faut prendre en compte. Et le soutien de l'État, l'État, en soutenant les garderies,
ma conjointe a travaillé longtemps dans la garderie, puis à une époque ancienne, on avait lutté également pour la mise en place de garderies, mais le caractère démocratique des garderies à l'époque, c'est un peu comme les CLSC de l'époque, était vraiment centré sur une démocratie vraiment très participative. Et l'État, en soutenant les garderies, il y a eu un processus de bureaucratisation, de centralisation, et finalement, tout ce potentiel un peu, je dirais, d'émancipation qu'il y avait à l'époque, à la fois dans la CLSC et qui était à l'époque des coopératives à Montréal dans les années 70, c'était quand même des coopératives locales, des coopératives de santé, des cliniques populaires qui existaient à l'époque. Et quand c'est devenu CLSC, enfin, toutes ces dimensions ont disparu. Donc, quand l'économie sociale est reconnue, institutionnalisée, comme c'est le cas aujourd'hui, ben, d'une certaine manière, on bureaucratise, on centralise, on lui impose des règles qui atténuent considérablement les dimensions peut-être un peu plus d'émancipation et de participation. Et si on rentre, par exemple, si on prend un certain nombre de cas dans l'économie sociale, il y a toujours cette tension très forte entre les entreprises d'économie sociale et le type de conditions de travail qu'elles donnent à leurs salariés. Et on peut pas vraiment, comment dire, on peut pas vraiment rejeter l'hypothèse alternative qui dit que ces formes-là d'entreprises d'économie sociale, c'est un peu une substitution à un certain nombre d'activités que l'État devrait prendre en cause. Et quand vous dites, moi je trouve ça extraordinaire, quand vous dites que ça aurait été l'occasion peut-être de repenser un modèle de mobilité urbaine, enfin un autre modèle alternatif, ben là vraiment on pose, on peut vraiment là associer cette réflexion sur des modèles alternatifs. On pourrait l'associer à un mouvement social qui pourrait être porteur de ce modèle alternatif. Mais là, il faudrait peut-être renouer avec ce que sont devenus ces chauffeurs de taxi. C'est peut-être eux, le mouvement social, si on veut le prendre d'une manière plus, comment dire, je ne veux pas prendre trop de temps, mais si on veut le prendre vraiment, il faut qu'il soit branché sur les groupes qui sont dominés, défavorisés. C'est eux qui luttent pour, d'une certaine manière, d'autres modèles alternatifs où ils vont faire reculer les formes de domination, etc. Donc, et ces groupes dominés, c'est plutôt les chauffeurs de taxi qui sont, enfin, qui ont été éjectés, rejetés, en fait, de toutes ces transformations. Et un dernier mot sur Uber. Il me semble que Uber, son intérêt, oui, je pense que Nollywood le dit très bien, il ne fait pas de profit, en fait, avec l'opération des taxis ou enfin de la livraison, mais il fait énormément de profit avec les big data qu'il accumule et puis qu'il peut vendre par la suite. Et donc, ça s'insère un peu dans leur modèle où ils font beaucoup plus d'argent comme Facebook ou les big tech, les big GAFA. Enfin, ils font beaucoup d'argent avec les big data. Ils en font beaucoup plus qu'avec le type d'activité, par ailleurs, qu'ils déploient. Voilà un peu ce que je voulais dire en commentaire. Merci beaucoup, Paul-André. Olivier semble nuancer un petit peu. On va revenir à vous, Nollywood et Olivier, d'autant plus qu'il va nous rester une quinzaine de minutes. Peut-être juste le commentaire de Rabi d'abord, et puis après ça, on va revenir. Bonjour. Alors, moi, j'ai quelques commentaires très rapides pour Nollywood. Nollywood, je m'excuse si je prononcer, merci. Alors, pourquoi les plateformes sont toujours capables d'attirer l'attention et l'intérêt des travailleurs, mais encore les investisseurs? Ça, c'est une question très importante. On sait, par exemple, que Uber est toujours... Je m'excuse, moi, je m'appelle Rabi Jamil, je suis doctorant en sociologie et je travaille sur le cas de Uber à Montréal. C'est mon étude. Alors, pourquoi Uber est toujours capable d'attirer les investissements? Ça, c'est une autre question. Alors, est-ce que c'est de l'idéologie, tout simplement? Je dis oui et non. C'est un processus de idéologisation qui se base sur une multitude de transformations. On a un contexte socio-économique après des décennies de précarisation du travail, gel des salaires, accentuation du travail sous appel. Nous sommes devant
devant des organisations du capitalisme qui viennent de s'installer dans un marché de travail qui est déjà fragmentisé. On est devant une transformation des travailleurs et travailleuses pour devenir des chercheurs et chercheuses de revenus et pas seulement d'emploi. On a besoin de revenus, on a besoin d'arrondir les fins de semaine. Alors, on a besoin d'exploiter toutes sortes d'opportunités pour augmenter nos revenus. Ça, c'est il y a un contexte politique. Avec Olivier, on travaille dans un projet sur le rôle des politiques publiques. Alors, la non-intervention des autorités publiques dans la première période, qui prolifère les zones grises du travail, l'entrepreneurisation du travail, qui est en effet un retour sur le salaire par pièce. Alors ici, il y a beaucoup des facteurs qui poussent les travailleurs et les travailleuses vers ces plateformes. Je peux dire encore, le déguisement de tous les mécanismes de gestion de ressources humaines et de la production et de l'organisation de la production encastré dans un simple icône sur un téléphone. Alors, toujours, on discute que les plateformes réduisent l'agentivité des travailleurs à un simple icône. Mais il y a une autre interprétation. Les applications réduisent le rôle ou la configuration matérielle du système du contrôle et de discipline à un simple icône dans un téléphone, dans un appareil qu'on l'utilise pour toute activité du divertissement et toute autre activité. Alors, on utilise le même appareil pour regarder Netflix et pour accéder au travail. Moi, je travaille là-dessous dans le cas de Uber. Encore, on peut parler, par exemple, une des choses les importantes, c'est l'armée. Moi, j'ai utilisé ça dans un article. Uber à Montréal, par exemple, se base sur le fait, a une opportunité d'exploiter une armée de migrants et migrants disqualifiés qui cherchent à une intégration professionnelle dans un marché du travail de plus en plus très difficile à y accéder. Alors, je vais arrêter maintenant ici, je m'excuse, j'ai pris beaucoup de temps. Mais je vous remercie pour les idées. C'est très intéressant. Merci beaucoup pour vos interventions. Peut-être Noliwe, dans un premier temps, il y a plusieurs interventions qui vont dans le sens de ce que vous amenez, hein, cette idée-là de réintroduire du politique, la société civile aussi dans ces réflexions-là. Oui, merci. C'est ça, comme il nous reste peu de temps, je vais faire court, mais je voulais peut-être rebondir sur ce que Rabi vient de dire. Assurément, la question de pourquoi est-ce que les investisseurs continuent à donner autant de capitaux à Uber est une question importante. Mais je crois qu'en fait, c'est pas la raison pour laquelle je ne l'aborde pas, c'est parce que c'est dans l'ordre des choses, de mon point de vue, du modèle capitaliste. C'est-à-dire que Uber est capable d'amener un modèle d'affaires qui, froidement, en termes de potentiel, de profitabilité, même si ça ne s'est pas encore matérialisé depuis maintenant 12 ans, ça continue à créer des mirages. Et puis, ça crée effectivement, ça rémunère des actionnaires, je veux dire, ça permet de développer des activités, d'investir en recherche et développement, etc. Donc, c'est vrai que, en fait, dans la logique du capitalisme financiarisé, ça fonctionne. Donc, c'est pour ça que je ne pose pas cette question. Mais c'est vrai que c'est une autre question de recherche en tant que telle, qui est tout à fait pertinente que de dire, après 12 ans d'incapacité à générer des profits, comment se fait-il qu'il y ait encore des investisseurs qui continuent à vouloir injecter massivement des capitaux. Mais en tout cas, moi, je pense que je voulais simplement remercier toutes les interventions. C'est énormément de réflexions. Merci Martine, Paul-André pour vos commentaires. Moi, je voulais peut-être dire un petit mot sur l'une des interventions de Samuel, parce que
ça interroge en fait aussi notre rôle de chercheur, l'utilité de ce qu'on fait. Quand Samuel dit, il y a toute la littérature critique sur le sort des travailleurs, leur baisse d'agentivité, leur aliénation, etc. Et qu'en retour, on interviewe ces personnes-là et qu'elles disent qu'elles souhaitent, enfin qu'elles sont satisfaites de leur situation. Évidemment que on peut se dire, oui, mais elles sont aliénées, ces personnes, et elles ne savent pas qu'elles devraient aspirer à mieux, ou elles ne savent pas dans quelles conditions elles sont. Il y a une autre approche aussi qui est de se dire, attention, ces personnes-là sont quand même des sujets qui ont la possibilité de nous informer sur ce qui se passe. Et je pense que l'une des choses qu'elles nous disent aussi, c'est à quel point on est dans un système de faillite complète où, comme le disait Rabi, des personnes n'ont aucun autre moyen, énormément de gens n'ont aucun autre moyen d'avoir des revenus, de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs proches qu'en intégrant des plateformes. Et comment se fait-il qu'on ait permis à une situation pareille de perdurer? Et ça ne va faire qu'empirer, on le sait, puisque entre les pressions migratoires, les difficultés d'accès à toutes sortes de conditions de travail acceptables, c'est une armée effectivement mondiale en fait, de personnes disposées à travailler dans des conditions que nous, on juge anormales, mais qui néanmoins ont le droit, et puis il faut les entendre, il faut entendre ces aspirations-là de ces travailleuses et travailleurs sans simplement les disqualifier en se disant « ils et elles sont aliénés ». Donc, des vraies questions complexes. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous pour vos commentaires. Merci. Olivier, des réactions, des commentaires? Oui, bah, ça m'inspire plein de commentaires un peu en vrac. C'est vrai, que des bons commentaires et questions. Bah, peut-être pour revenir déjà sur effectivement cette idée-là que les chauffeurs, les livreurs ou les travailleurs de plateforme seraient satisfaits de leurs conditions. Moi, ce que je constate quand je parle aux chauffeurs et livreurs, c'est qu'ils sont pas satisfaits. Surtout en temps de pandémie, tous se plaignent d'un manque de revenus, se plaignent de travailler énormément, en fait, de ne pas pouvoir travailler suffisamment d'heures en temps de pandémie, et avant la pandémie, de travailler énormément d'heures sans gagner suffisamment d'argent. Après, c'est la question effectivement très difficile, c'est celle du statut d'emploi et celle du travail autonome. Parce que, Rabia l'a aussi montré dans un article qu'il a publié, je pense, il y a 2 ans, sur comment aussi les chauffeurs ont intériorisé le discours de Uber, c'est-à-dire en disant « oui, j'aime cette flexibilité, cette autonomie, je n'ai pas de patron, je n'ai pas de bureau ». Et finalement, quand on pose d'autres questions et quand on questionne… quand ils disent « ouais, j'adore la flexibilité dans mes horaires », ok, mais comment vous fixez vos horaires? Et puis là, finalement, on comprend qu'ils fixent leurs horaires avec les incitatifs de la plateforme, qu'ils ont peur de ne pas prendre des courses parce que sinon, après, ils vont se faire déprioriser ou déconnecter. En fait, tous les discours en fait, de recrutement de la plateforme pour ces chauffeurs, finalement, quand on creuse, sont contredits dans la pratique des chauffeurs, des livreurs. Puis on retrouve ça pour l'autonomie, on retrouve ça pour la surveillance aussi, en disant moi je suis très content, j'ai pas de patron, j'ai pas de bureau, personne, je travaille comme je veux quand je veux, mais en fait qu'on se rend compte qu'ils sont énormément monitorés, surveillés et qu'ils ont intériorisé la surveillance de l'application sur leur manière de faire le travail, et que finalement ils ont un très fort lien de subordination, ils sont très fortement contraints et surveillés dans leur manière de faire le travail. D'ailleurs, surveillance et contrôle de l'activité qui est beaucoup plus fort chez Uber que chez EvaCoop en termes d'incitatifs, en termes de surveillance algorithmique. Et puis, je pense qu'il y a aussi une prémisse de base, c'est-à-dire que ces personnes-là, généralement, quand on leur parle, on se rend compte qu'elles considèrent peut-être qu'elles ne peuvent pas espérer mieux, qu'elles, malheureusement, elles ont vécu des situations de discrimination sur le marché du travail, qu'elles ont vécu des expériences de travail assez négatives et que finalement, elles ne peuvent espérer que ça. Donc, c'est vrai, quand on pose la question, est-ce que vous voudriez être salarié? Souvent, on entend « ah non, je veux surtout garder ma flexibilité, mon autonomie ». Quand on creuse, on se rend compte qu'il n'y en a pas vraiment de flexibilité et d'autonomie et qu'elle se base aussi sur une fausse image du salariat qui a été énormément dégradée et qui
considère que salariat égale pas d'autonomie, pas de flexibilité, mais on pourrait être salarié avec des horaires très flexibles. Ça, ce n'est évidemment pas une contradiction. Puis j'aurais plein d'autres choses sur lesquelles réagir, mais je crois qu'on arrive à la fin. Donc, je vois Joël qui reprend son micro. Alors, bien oui, ben, on aurait pu facilement en parler longtemps encore. La question reste ouverte. On voit que c'est complexe. Il y a des grands potentiels. Hein, puis bon, une autre question qu'on n'a pas abordée aussi, Nollywood disait qu'il y a un grand potentiel dans le coopérativisme de plateforme de réinclusion, par exemple, des femmes, des personnes racisées, dans les processus même de gouvernance, de prise de décision, de fonctionnement, etc. Mais c'est pas automatique. Donc, il y a une réflexion à faire plus en profondeur sur les modèles, sur les conditions pour permettre l'émergence de ces modèles-là. J'ai l'impression qu'on a abordé plusieurs sous-sujets aujourd'hui intéressants, puis ça va être une discussion à poursuivre. Ben, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Merci à nos invités pour ces présentations. Merci à tout le monde. Merci Joël pour la présidence. Et merci à toutes et à tous.